Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Hier samedi à Bouaké, le chef du gouvernement Patrick Hachi a présidé la sortie de la première promotion du centre de service civique. 150 stagiaires sont désormais aptes à exercer dans le commerce et la sécurité. Et cela après 9 mois de formation, un projet du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire lance la consultation nationale relative à la phase préparatoire de l'élaboration du protocole africain sur les femmes dans le commerce relatif à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Objectif, prendre en compte les besoins et les intérêts des femmes dans la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Et puis on l'a appris ce matin, il y a à peine une heure, entre 15 et 17 personnes sont portées disparues après un naufrage au large de la côte sud-est du Libéria. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Ces dernières semaines, de plus en plus, les appels lancés par les populations, un regard pressant sur le prix de certaines denrées qui augmentent, des échos qui sont parvenus au chef du gouvernement Patrick Hachi qui, pour s'en rendre compte, a lui-même effectué une visite sur le marché forum d'Adjamé pour, selon ses propres termes, et je cite, prendre la mesure de la réalité des choses en vue d'apprécier la situation et trouver des solutions à ces constats. La mise sur pied d'un comité national de lutte contre la vie chère pour combattre cette réalité qui traumatise le panier de la ménagère. La vie chère, ces manifestations, comprendre ce qui se passe et ce qui est fait dans le cadre de la lutte contre cette réalité sociale. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau monsieur le directeur général du commerce intérieur au ministère du commerce et de l'industrie, monsieur Kwazan Kablan. Monsieur Kwazan Kablan, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur Guibé, merci. Alors, je vous retrouve dans une heure pour aborder donc le sujet à l'ordre du jour. Mais avant, eh bien, direction Bouaké, où hier samedi, le chef du gouvernement Patrick Hachi a présidé la sortie de la première promotion du centre de service civique. 150 stagiaires qui sont désormais aptes à exercer dans le commerce et la sécurité. Et cela après 9 mois de formation. Ce projet du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, du service civique est une opportunité pour ces jeunes de prendre un nouveau départ. Kader Sogodoko. Ils sont au total 150 pensionnaires, dont 50 jeunes filles, du Centre civique d'action pour le développement de Bouaké. La première cohorte mixte de ce centre. C'est en présence du Premier ministre Patrick Hachi et de plusieurs membres du gouvernement qu'ils reçoivent leur attestation de fin de formation. Le service civique d'action pour l'emploi et le développement d'ISCAED est un outil conçu en partenariat avec la France et sa mission est d'apporter une réponse durable à la problématique de la vulnérabilité sociale des jeunes et à leur marginalisation. Et ce, en les recevant dans un dispositif militaire adapté, ou SMA, qui a fait ses preuves en France dans les territoires d'outre-mer. Ils auront passé au total 9 mois dans le centre, dont 3 à apprendre le civisme et 6 pour les métiers de la vie, notamment le commerce et la sécurité. Une resocialisation soutenue par la France dans le cadre du CEDD. Chers jeunes, je veux que vous sachiez que vous pouvez être fiers de vous, fiers de ce que vous avez appris, fiers de ce que vous allez pouvoir devenir. Vos familles qui sont ici, à vos côtés, l'ont bien compris. Elles savent que désormais, elles vont pouvoir compter sur vous. La Côte d'Ivoire aussi. Une chance bien perçue par les bénéficiaires. Nous prenons l'engagement de travailler pour la paix, la cohésion sociale et le développement de notre pays. Pour le chef du gouvernement, l'État donnera à chaque enfant de ce pays une chance de rebondir. Je n'aurais pas besoin d'insister beaucoup sur l'immense plaisir et le grand honneur que j'ai vraiment aujourd'hui à présider cette cérémonie. Parce qu'elle marque la fin de la formation civique et citoyenne de la première cohorte du Centre de service civique de Bouaké, parce qu'elle dessine une école de la seconde chance pour notre nation, qui, dans les crises du passé, fut obligée, hélas, de laisser sur le bord de la route bien trop souvent, bien trop de talents. Parce qu'elle indique pour le présent et surtout pour l'avenir la force d'une ambition inscrite au cœur même de la vision du président de la République et de notre gouvernement.
La cérémonie de sortie de la première cohorte de Bouaké a pris fin par la pose de la première pierre d'un nouveau centre plus grand car le projet prévoit d'augmenter la capacité d'accueil. 27 milliards de francs CFA ont été débloqués pour l'ouverture d'un centre dans chacun des 12 districts de Côte d'Ivoire. Et toujours à Bouaké, le chef du gouvernement a procédé à l'ouverture du guichet emploi de l'université Alassane Ouattara de la ville. Ceci afin de répondre aux nombreuses attentes des étudiants diplômés qui ont hâte d'obtenir un premier emploi. Une délégation de l'Agence française de développement AFD Paris, conduite par le ministre Adama Diawara, a visité les laboratoires du pôle scientifique et de l'innovation de Bingerville. Objectif, présenter le travail réalisé par les chercheurs ivoiriens. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est saisi de cette visite pour inviter le secteur privé à investir dans la recherche et l'innovation. C'est ce que nous confirme Sephora Zeki. Centre d'excellence de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Bingerville. Ici sont logées 4 unités de recherche financées par le C2D dans le cadre de la coopération franco-ivoirienne. Une délégation de l'Agence française de développement accompagnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité les laboratoires de ces centres pour en mesurer leur potentialité. Nous avons développé 4 biofongicides qui sont aujourd'hui homologués au niveau du ministère de l'Agriculture. Le Centre national de calcul et d'analyse, le laboratoire de biologie moléculaire, celui de météorologie, de cartographie et le Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable ont suscité l'admiration de Thomas Molonio, le directeur exécutif de l'innovation, de recherche et de savoir de l'AFD Paris. On a vu aussi une recherche appliquée qui vise à trouver des solutions pour préserver les bananiers, les cacaoyers, par exemple les manguiers, avec l'idée de trouver dans les plantes ivoiriennes des protections et une aide pour les agriculteurs ivoiriens. Donc c'est une recherche à la fois de pointe, dynamique, de haut niveau. Un partenariat, on espère, qui va continuer à être dynamique dans les prochaines années et avec une recherche qui marche et qui trouve, comme le disait le ministre à l'instant. La Côte d'Ivoire consacre 0,35% de son PIB à la recherche selon Adama Diawara, le ministre en charge de la recherche scientifique. Un financement qui a besoin, selon lui, d'être soutenu par le secteur privé. L'État seul ne peut pas tout faire. Il faut que le secteur privé prenne la relève. Des exemples de pays références tels qu'Israël et la Corée du Sud, je vous signale que les 3/4 du financement de la recherche proviennent du secteur privé. Alors donc ça veut dire que dans notre pays, il faut que le secteur privé accepte de mettre un peu plus la main à la poche. Pour que le secteur privé vienne investir dans la recherche, il faut que le secteur privé sente qu'il y a un retour sur investissement à accomplir au niveau de la recherche. Ce qui veut dire qu'il faut que nous, on revoie notre paradigme en matière de recherche, que nous revoyons l'orientation de notre recherche scientifique pour faire en sorte que nous allions plus vers la recherche-développement. Au terme de cette visite, il est à noter que l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody dispose désormais de produits phytosanitaires prêts à l'emploi et profitables aux producteurs ivoiriens. Voilà, Sephora Zeki, notre reporter que l'on retrouvera aisément sur un autre terrain, celui d'un point de presse animé hier samedi par le bureau du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire à son siège dans la commune de Yopougon. Objectif, faire des propositions au gouvernement en prélude aux états généraux de l'éducation qui démarrent donc demain, 19 juillet. Le SNEPSI a également présenté à la presse son nouveau siège bâti sur une superficie de 6000 m². Ce sera à suivre dans nos prochaines éditions. Il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est toujours présente dans notre pays. Chaque jour, de nouveaux cas sont enregistrés, assure l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 17 juillet 2021 56 nouveaux cas de Covid-19 sur 2434 échantillons prélevés, soit 2,3% de cas positifs, 29 guéris, 0 décès à la date du 17 juillet 2021. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc à 49 125 cas confirmés, dont 48 405 personnes guéries, 320 décès et 400
600 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 748 773. Le 16 juillet, 8104 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 891 966 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Dans l'actualité, cette autre bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire, notre pays, n'importera plus de compléments alimentaires. Le pays vient de se doter de sa première usine de fabrication de compléments alimentaires située dans la ville de San Pedro. Cette usine va fournir le soutien nutritionnel et médical nécessaire, principalement aux enfants souffrant de la malnutrition aiguë en Côte d'Ivoire. Astotouré Danyogo. La Côte d'Ivoire a sa première usine de fabrication de compléments alimentaires. C'est le fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et PPB, Project Peanut Butter, en vue de faire progresser le traitement de la malnutrition sévère, la plus grande cause de décès d'enfants. Dans ces usines sont fabriqués des aliments thérapeutiques efficaces et prêts à l'emploi, avec pour base des produits locaux. Une avancée à l'actif des acquis du Conseil national pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance, CONAPE. Ce sont des suppléments nutritionnels que les enfants en âge préscolaire, scolaire utilisent. Et ça résout le problème, le besoin énergétique de l'enfant, au moins 30% dans la journée. Je suis satisfait du travail qui est fait dans cette usine. Notre objectif, c'est de faire en sorte que dans quelques petites années, qu'on puisse goûter la nutrition hors de notre pays. Soutien nutritionnel et médical nécessaire, principalement aux enfants souffrant de la malnutrition aiguë et sévère en Afrique subsaharienne et au-delà. Project Peanut Butter est présent dans 4 pays, le Malawi, la Sierra Leone, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Project Peanut Butter Côte d'Ivoire a commencé à produire dans son usine à San Pedro en février 2021. En attendant son inauguration par le Premier ministre Patrick Achi, la direction de l'usine émet une doléance. Nous produisons des aliments thérapeutiques. Et l'hygiène environnementale, c'est un grand souci pour nous. C'est très important et c'est très capital pour les aliments que nous produisons. Project Peanut Butter Côte d'Ivoire a 2 principaux produits. L'aliment thérapeutique prêt à l'emploi dénommé ATPE, utilisé dans la prise en charge de la malnutrition aiguë et sévère, et un supplément nutritionnel appelé Vivi. L'usine a une capacité de production de 57 000 sachets de produits par jour. Deuxième titre de ce journal, le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a lancé la consultation nationale relative à la phase préparatoire de l'élaboration du protocole africain sur les femmes dans le commerce relatif à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Entre autres objectifs de cette consultation nationale, prendre en compte les besoins et les intérêts des femmes dans la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Dangui. Depuis qu'elle ne peut plus sortir du pays pour faire son commerce à cause de la fermeture des frontières terrestres, pour raison de Covid-19, Setou vient acheter des marchandises ici à Abidjan pour aller les revendre à Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et si elle a un cauchemar, c'est bien la route. Ah, contrôle, c'est trop. On nous fatigue aussi sur la route. Les douaniers nous fatiguent. Les coupeurs de route là, nous fatiguent. Avant, je donne l'argent à mon frère d'aller faire l'achat ici à Abidjan. Au retour, ils ont pris l'argent là. Même son de cloche pour ces commerçantes, pour qui chaque voyage est pratiquement une aventure. Comment est-ce que nous fait là? C'est en Côte d'Ivoire ici, ça ne vient pas ailleurs. C'est en Côte d'Ivoire ici. En plus, c'est poisson. Souvent, quand on arrive, on demande de payer, ils demandent facture. C'est quand on a payé 100 francs au marché là. Il ne veut pas nous donner facture. 5 poissons à 200, 6 à 200. Aujourd'hui, tu prends ça 3 à 500, 4 à 500. Et ça, c'est normal ça. Tu vas aller vendre ça à combien? Et puis en route aussi, tu vas payer la route. Confrontées aux tracasseries, aux raquettes et à l'insécurité sur les routes, comment les femmes peuvent-elles tirer le maximum de profit des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf? Les experts du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et les organisations de défense des droits des femmes ont réfléchi à la question. C'était lors des exposés, des panels qui ont été les temps forts du lancement de la consultation nationale, phase préparatoire de l'élaboration du protocole africain sur les femmes dans le commerce dans le cadre de la ZLECAf. Nous pensons que pour permettre aux femmes de tirer profit de tels protocoles, il serait bien de simplifier ces protocoles, ça c'est un, et de deux, de désigner des points focaux dans chaque pays
pour que, lorsque les femmes ont des difficultés, puissent appeler ces points focaux. Cette consultation nationale se veut une plateforme d'expression des besoins et des intérêts des femmes dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf. À travers la consultation d'aujourd'hui, nous espérons sortir avec des recommandations très fortes pour les femmes de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'elles peuvent mieux exploiter ce mécanisme qui existe et qui leur permettra de générer des emplois et de créer la richesse autour d'elles et dans les familles. Ces consultations ont lieu dans le cadre de l'opérationnalisation de la ZLECAf pour que les femmes puissent avoir un rôle particulier, pour qu'on renforce leurs capacités, pour qu'elles puissent mieux s'intégrer dans le commerce africain. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, c'est un marché de plus de 1,3 milliard de personnes et un objectif de sortie plus de 30 millions de personnes de la pauvreté. Et toujours en économie, la DGE, la Direction Générale de l'Économie, modernise son système d'information en collaboration avec le projet d'appui à la gestion économique et financière. La Direction Générale de l'Économie a organisé un séminaire de présentation et de validation du projet d'élaboration d'un schéma directeur de son système d'information. Reportage. La DGE, Direction Générale de l'Économie, engagée dans un nouveau chapitre de modernisation de son administration. Elle entend se doter d'un système de digitalisation pour plus de rapidité dans la délivrance des services, d'où la tenue de ce séminaire de présentation et de validation de projets d'élaboration du schéma directeur du système d'information de la DGE. Nous sommes engagés dans un processus de certification de la Direction Générale depuis 2018, donc depuis 3 ans. Et le schéma directeur participe de la modernisation de nos systèmes d'information. Vous savez que la Direction Générale brasse beaucoup de données sur les indicateurs macroéconomiques. C'est nous qui faisons les prévisions économiques. Donc nous avons une base de données assez large. Il faut discipliner tout ça dans un système cohérent. Ce rendez-vous devrait contribuer à l'analyse du portefeuille de projets, des charges spécifiques, à l'examen de l'impact de l'économie, du budget et proposer des pistes de financement. Une initiative financée par le PAGEF, le projet d'appui à la gestion économique et financière. La Direction Générale de l'Économie qui s'occupe de tout ce qui est prévision économique, analyse économique, doit être accompagnée également parce que c'est sur les bonnes prévisions que se basent les prévisions également des recettes de l'État. Et également, dans les nouvelles réformes des finances publiques, il faudrait que l'ensemble des structures qui s'occupent de la gestion des finances publiques puissent communiquer de façon fluide entre elles. 24 heures de réflexion menées par ces administrateurs des finances vont permettre de définir également d'autres orientations, entre autres, discipliner les bases de données pour un système cohérent. Les recommandations seront aussi sanctionnées par la tenue d'une prochaine rencontre d'appropriation. La 9e édition de la CGECI Academy aura lieu les 28 et 29 octobre prochains au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan autour du thème « Crise et résilience des entreprises en Afrique ». L'annonce a été faite lors du lancement de cette édition à la Maison de l'Entreprise au Plateau en présence d'opérateurs économiques et d'officiels ivoiriens. L'enjeu de la CGECI Academy, rappelons-le, est de sensibiliser aux impacts des crises majeures et aux expériences de riposte afin d'élaborer une stratégie régionale de résilience des entreprises. Tanguy. Qu'elles soient financières, climatiques ou sanitaires, les crises plombent la bonne marche des affaires et le développement de nombreux pays à travers le monde. C'est à la lumière de ce constat qu'on comprend mieux le choix du thème de la 9e édition de la CGECI Academy, à savoir « Crise et résilience des entreprises en Afrique ». Sur le plan sécuritaire, dans l'ensemble, environ un tiers des pays de la région ouest africaine ont été touchés par un conflit. En moyenne, les pays en situation de conflit enregistrent une perte de croissance d'environ 3% par an. Rappelons également que la crise post-électorale ivoirienne de 2011 a entraîné la fermeture de plusieurs entreprises, provoqué de nombreuses pertes d'emplois et a eu des effets négatifs considérables sur l'ensemble des économies de la zone UEMOA, au sein duquel notre économie représente 40% du PIB. Lancée récemment à la Maison de l'Entreprise au Plateau, en présence des opérateurs économiques et d'officiels ivoiriens, la 9e édition de la CGECI Academy aura lieu les 28 et 29 octobre prochains au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Les travaux porteront sur plusieurs thématiques, notamment la typologie ou l'anatomie des crises et les outils d'un écosystème résilient. Entre autres objectifs de cette 9e édition de la CGECI Academy,
sensibiliser aux impacts des crises majeures et aux expériences de riposte afin d'élaborer une stratégie régionale de résilience des entreprises. Les meilleurs acteurs du développement ont été célébrés lors de la 12e édition de la Nuit de l'excellence et du mérite africain initiée par Afrique Vérité, une structure de communication. Habiba Dambélé, directrice des journaux d'information de la RTI 1, a reçu le Grand Prix pour la bonne gestion de la communication. Ce sont au total 15 lauréats qui ont été primés pour leur contribution au développement. Yannick Efoumi, Issaïeo. Promouvoir la bonne gouvernance à travers la reconnaissance et le mérite. Afrique Vérité en a fait son credo. Cette structure vient de distinguer 15 personnalités issues de divers secteurs d'activité. Notre rôle, c'est de suivre toutes ces personnalités-là, en les montrant au monde et en disant à la jeunesse ivoirienne, voici des modèles qui sont devant nous. Parmi celles-ci, Habiba Dambélé, journaliste et directrice des journaux d'information de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, a reçu le Grand Prix pour la bonne gestion de la communication institutionnelle. La RTI est première devant toutes les autres chaînes au plan national. Nous devons poursuivre cet effort pour que la RTI soit la véritable chaîne des Ivoiriens. Comme elle, d'autres lauréats issus de divers secteurs d'activité ont également été primés. Recevoir ce grand prix Diamant Dominique Ouattara, c'est un grand challenge pour nous parce que cela démontre que les actions sociales que nous menons sont appréciées. Nous pensons que nous avons contribué depuis l'avènement du FDFP à permettre au pays de se repositionner. C'est un sentiment de reconnaissance, doublé d'un appel à tous les ingénieurs, à tous les techniciens de la direction de l'ingénierie de la logistique des Petrosi à ne ménager aucun effort pour que nos ménages puissent avoir du butane à la maison. Je viens d'être lauréate du prix de la lutte contre la prolifération des drogues et stupéfiants. Ça nous permet d'aller encore plus haut dans cette lutte-là et de démanteler ce fléau. Au-delà de ces cérémonies de distinction, il s'est agi de mettre en lumière des citoyens porteurs des valeurs de l'excellence tant prônées par le président de la République, Alassane Ouattara. L'Ivoirien nouveau et solidaire que promeut le président de la République doit faire sienne les valeurs du travail, de l'intégrité et du sérieux pour atteindre l'excellence et contribuer ainsi au rayonnement de son pays, mais également à son développement personnel. Au nombre des 15 lauréats du jour figure en bonne place le ministre Adama Coulibaly, Grand Prix des meilleurs ministres de l'économie et des finances de l'espace UEMOA. Et dans le fil de l'actualité, le ministère du Transport, à travers le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, a procédé au lancement des activités du groupe de travail pour le transport de minerais. Objectif, développer, promouvoir et assainir le secteur du transport et rassurer les partenaires techniques et financiers pour faire vivre le secteur. Astoto et Danyoko. Un groupe de travail composé de 11 personnes pour développer et promouvoir le secteur du transport de minerais. L'initiative est du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire en vue d'assainir le secteur du transport des marchandises. Ce groupe de travail va permettre donc de préserver effectivement l'activité de transport et ce groupe de travail va donc avec effectivement la collaboration donc avec le ministre du Transport permettre donc d'avoir accès au financement, accès à des prix meilleurs, que ce soit au niveau du carburant, au niveau des pièces détachées. C'est important que le secteur soit organisé afin que les intérêts des transporteurs et tous les acteurs de la chaîne de valeur soient protégés. Et cela va nous permettre de pouvoir lutter efficacement contre la concurrence déloyale. Spécifiquement, il s'agit pour ce comité de définir les problématiques liées à ce secteur, rassurer les partenaires techniques et financiers, les industriels du ciment et permettre aux opérateurs de rentabiliser. Une action qui va permettre de préserver plus de 100 000 emplois et qui se situe dans le cadre de la professionnalisation du secteur du transport initiée par le gouvernement à travers le ministère des Transports. Nous aurons en charge, sous la supervision de la direction générale du Haut Conseil, de tout mettre en œuvre pour que ce secteur d'activité puisse rassurer les investisseurs, qui sont donc les cimentiers, et puisse avoir aussi un impact sur la vie sociale, donc des employés,
et in fine puisse permettre aux transporteurs de rentabiliser leurs investissements. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire va procéder à la remise des feuilles de route les jours à venir. Ils avaient pour habitude de troubler la quiétude des honnêtes citoyens, des voyageurs sur l'axe Niakara-Ferkessé-Dougou. Fin de parcours pour ces malfaiteurs. La gendarmerie nationale a mis un terme à leurs agissements. Ils seraient membres du redoutable gang qui totalise de nombreux braquages avec assassinat dont celui d'une enseignante le 8 juillet dernier sur cette route Niakara-Ferkessé-Dougou. Ces malfrats s'apprêtaient à opérer quand la gendarmerie est intervenue pour faire échouer leur plan. Léon Brou. Fin de parcours pour ces deux présumés coupeurs de route. En tout cas, ils ne séviront plus sur les routes, notamment celle du Nord. À 8 h ce jeudi 15 juillet, la BSR 2, la brigade de sécurité rurale de Boaké, une unité de la gendarmerie nationale spécialisée dans la lutte contre le phénomène des coupeurs de route, les a stoppés. Lieu, Carrefour Nadioka, sous-préfecture de Badika, route Niakara-Ferké. En leur possession, entre autres, 7 Kalachnikov, 4 téléphones portables. Selon les témoignages, ces malfaiteurs étaient en guet-apens pour agresser un cas d'une compagnie de transport en provenance du Nord. L'éclaireur du groupe serait même sorti de sa cachette pour s'assurer que leur cible est déjà parvenue à leur niveau, mais c'est sans compter avec les éléments de la BSR 2 qui le neutralisent net avec son acolyte. Les premiers indices lient ces malfaiteurs au gang de 8 coupeurs de route, auteurs de l'assassinat d'une enseignante le 8 juillet 2021 dans un braquage. La goutte d'eau de trop à l'origine du renforcement de la sécurité via la BSR 2 sur la route Niakara-Ferkessé-Dougou. Et loin de la lutte contre les coupeurs de route, dans le Sud Comoé, on a parlé paix et cohésion. Le ministre-gouverneur du Sud Comoé prône la paix et la réconciliation nationale dans son district. Pascal Abidan-Kouakou a échangé avec les populations de son district, avec à leur tête cadres et têtes couronnées. Il les a exhortés à l'entente et surtout à l'union. Éric Goré. La paix et la cohésion sociale, une priorité pour les autorités ivoiriennes. Lors de cette rencontre avec les têtes couronnées et les cadres du district de la Comoé, le ministre-gouverneur Pascal Abidan-Kouakou a mis un point d'honneur sur l'entente dans ce district qu'il en charge. Le ministre-gouverneur en a profité pour mettre en mission les cadres, sans oublier les têtes couronnées. Ils doivent, par leur comportement, maintenir la paix dans la Comoé, mais également s'impliquer dans le développement. Un message reçu par les hôtes du jour. Le ministre Pascal Kouakou Abidan est le ministre-gouverneur du district de la Comoé, qui comprend le Sud Comoé, qui comprend l'Indéné du Diablé, qui comprend le Moronou. Donc l'ensemble du développement de ce district-là est sous sa responsabilité. Et à partir du moment où il est notre ministre-gouverneur, et il est de bonne loi, que nous venons déjà le saluer, dans tous les cas, c'est lui qui va prédestiner ou destiner de la région du Sud Comoé aussi. Nommé par décret présidentiel le 18 juin dernier, le ministre-gouverneur Pascal Abidan-Kouakou est déjà sur le terrain. Le district a réuni tous les Agnis, le Moronou, le Sud Comoé et puis l'Indéné du Diablé. Nous sommes bien intégrés pour faire en sorte que les Agnis soient ensemble. Soyez rassurés que ce que vous avez dit ici sera transmis avec beaucoup de ferveur au président de la République pour faire en sorte que ce qu'il a bien voulu faire soit bien compris. Le district couvre l'Indéné du Diablé et le Sud Comoé. En religion, l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, a célébré ses 50 ans de vie sacerdotale à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. La célébration au cours de laquelle le cardinal a rendu grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. À cette cérémonie, le ministre des Sports, Paulin Claude Danhaut, qui représentait le président de la République Alassane Ouattara, s'est réjoui avec toute la communauté. Pour rappel, c'est le 11 juillet 1971 que le cardinal Jean-Pierre Coutois a été ordonné par feu le cardinal Bernard Iago. Le compte-rendu de Grace Cando. « 50 ans que Jean-Pierre Cardinal Coutois s'est engagé à la suite du Christ comme prêtre pour le service de Dieu et des hommes. Un jubilé sacerdotal marqué par une messe d'action de grâce ce samedi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Fidèles, autorités administratives, religieuses et politiques, tous étaient là pour prendre part à cette célébration eucharistique.
j'aime ses homélies parce qu'il y a l'amour dedans. Quand on vient à la messe, on repas soulagé, on repas guéri, on repas aimé de Dieu. Le cardinal nous montre le chemin à travers ces 50 ans de sacerdoce à prendre le chemin de la paix. On ne peut pas vivre sans amour, sans partage. C'est le 11 juillet 1971 que Jean-Pierre Cardinal Coutois a été ordonné prêtre. 50 ans de vie presbytérale, dont 20 ans d'épiscopat. 50 ans de vie sacerdotale, pour moi, c'est la marque de la fidélité de Dieu. Une histoire un peu dramatique, mais le Seigneur a dit non. À travers tous ces drames-là, tu arriveras là. Donc, je n'ai pas de mots pour lui dire merci. Qu'il voit tout ce qui est dans mon cœur et qu'il sache que mon cœur chante son action de grâce, chante à gratitude envers lui. Pour les futures générations, je dis tout simplement, il ne faut jamais désespérer. Le président de la République se montre solidaire de cette célébration. Alassane Ouattara s'est fait représenter par le ministre Paulin-Claude Danho. Nous sommes venus au nom du couple présidentiel de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son épouse, la première dame, Mme Dominique Ouattara, et au nom du gouvernement, marquer la proximité du président de la République avec son ami et frère, le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui aujourd'hui rend grâce à Dieu pour tant de merveilles dans sa vie. Nous sommes venus joindre nos voix aux prières pour que le Seigneur continue d'éclairer son chemin, pour qu'il reste et demeure un artisan de paix, porteur d'espérance, porteur d'amour, porteur de foi et de charité. Le 1er août prochain, Jean-Pierre Cardinal Coutois dira une autre messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, son village natal. Voilà, joyeuse célébration au cardinal Jean-Pierre Coutois. Et puis on l'a appris ce matin, il y a juste une heure, entre 15 et 17 personnes sont portées disparues après un naufrage au large de la côte sud-est du Libéria. C'est ce qu'on a donc appris ce matin. Les recherches se poursuivent pour pouvoir trouver d'éventuels survivants. Place maintenant au Dimanche Magazine. Mesdames et messieurs, les prix augmentent sur les marchés. Cela est une réalité. Ce constat s'inscrit dans le contexte de la lutte contre la vie chère. Qu'est-ce qui explique cette réalité? Qu'est-ce qui est fait justement pour y faire face et pour protéger le consommateur? Des questions importantes que le consommateur se pose. Et pour en parler, nous recevons Monsieur le directeur général du commerce intérieur au ministère du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Khoisan-Kablan. Monsieur Khoisan-Kablan, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci. Alors, êtes-vous informé que les prix des denrées alimentaires augmentent sur les marchés et que ceci varie d'un marché à un autre? Oui, je pense que c'est un constat que font tous les Ivoiriens. Mais je voudrais rappeler à tous que le prix des denrées alimentaires, tout comme le prix des biens et services qui sont distribués en Côte d'Ivoire, varie normalement selon la loi de l'offre et de la demande. Je rappelle que nous sommes dans un régime de liberté des prix et que les prix sont fixés également par le jeu de la concurrence. Et vous faites bien de le rappeler parce que j'allais justement vous demander, mais qu'est-ce qui explique de façon fondamentale que ces prix augmentent ainsi? Non, je voudrais dire simplement déjà que le gouvernement ne fixe pas de prix. Ça, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Les prix sont fixés par le marché. Le gouvernement encadre pour que la fixation de prix se fasse dans la transparence. Donc notre rôle en tant que ministère du Commerce, c'est de nous assurer que la réglementation sur les prix est appliquée par l'ensemble des acteurs. Ce qui voudrait dire quoi? Qu'il faudrait que les prix qui sont proposés dans le marché soient affichés, que ce soit chez l'ensemble des distributeurs, que le consommateur puisse passer d'un point de vente à l'autre en sachant les prix qui lui sont proposés, de telle sorte qu'il a le choix d'acheter dans un point X ou dans un point Y. Ça, c'est très important. On doit s'assurer que les conditions de vente qui sont proposées donc par les industriels, par les grossistes, sont équitables pour l'ensemble donc des acteurs économiques. Il faut également s'assurer que les barèmes de prix sont disponibles. Ça, c'est le rôle, je dirais, du ministère du Commerce, parce que nous faisons ce qu'on appelle la surveillance de marché. Le contrôle de prix ne peut pas s'effectuer à partir du moment où nous ne le fixons pas. Donc nous nous assurons que la transparence
est appliquée dans le jeu de la concurrence. Alors donc cela suppose que tant qu'un commerçant affiche son prix, même s'il est décuplé, tant que le prix est affiché, il a la latitude de le faire sans être inquiété, il peut le faire comme il le veut. Heureusement que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un arsenal réglementaire qui nous fait dire qu'il y a certes la liberté des prix, mais nous ne sommes pas dans la jungle. Nous avons l'ordonnance sur la concurrence, notamment son article 3, qui précise que le gouvernement peut réglementer les prix des biens et services lorsqu'il y a un dysfonctionnement manifeste du marché et lorsque on constate des pratiques spéculatives. Donc c'est ce que le gouvernement s'attelle à faire chaque fois que de besoin. Rappelez-vous en 2017, lorsqu'on a eu, je dirais, un ensemble de produits qui avaient connu une hausse inexpliquée, le gouvernement a pris des mesures de plafonnement des prix sur certains produits. Je parle du riz, je parle de la tomate concentrée, je parle de l'huile, je parle du ciment. Je vous ramène encore en 2020, crise énergétique. Le gouvernement a également pris des mesures pour fixer le prix du gel hydroalcoolique. Le gouvernement a pris également des mesures par la suite pour fixer également un certain nombre de produits qui ont permis, sur la période de 2020, de contenir la flambée des prix qui était annoncée dans le cadre, je dirais, de la Covid, de la crise de la Covid. Et ce sont ces mesures que le gouvernement a prises pour anticiper et pour atténuer les effets des fluctuations du marché international dont nos populations ont pu bénéficier. Mais quand ces prix frisent la spéculation, de quelle option dispose le consommateur? Ah oui, c'est ce que je l'ai dit. Nous travaillons à ce que les consommateurs soient formés. Ça, c'est important pour nous parce qu'on veut faire de nos consommateurs des consommateurs avertis. Vous travaillez avec qui? Les associations de consommateurs? Bien entendu. Nous avons six principales fédérations. Et vous ressentez leur action sur le terrain? Ah oui, absolument, absolument. Et justement, c'est parce qu'on ressent leur action sur le terrain, et c'est pas seulement sur le terrain, parce qu'il y a un dispositif institutionnel qui a intégré également les actions de consommateurs. Notamment, on vient d'installer au mois de mars dernier le Conseil national de la consommation, qui est un organe également qui retrouve en son sein non seulement les actions de consommateurs, mais également les structures compétentes de l'État en matière de régulation du marché, notamment les grands régulateurs, les RTCI, vous avez l'ONEP, vous avez tous ceux qui interviennent dans les produits essentiels pour la vie de l'Ivoirien, qui font partie du Conseil national de la consommation, donc qui est également un organe consultatif du gouvernement. Donc cet organe est chargé justement de faire des propositions, de remonter les préoccupations des Ivoiriens et de formuler des recommandations au gouvernement. Ils sont tenus chaque année de faire d'établir l'état de la consommation en Côte d'Ivoire pour permettre au gouvernement d'apprécier et d'affiner sa politique publique en matière de consommation. Vous faites bien de l'expliquer parce que j'allais justement vous demander, mais que dit ce Conseil national consommateur? C'est vrai qu'ils sont chargés de faire des propositions, mais devant cette réalité sociale, là en ce moment, ils font quoi, les membres du... mais justement, c'est parce qu'ils comprennent les enjeux, ils comprennent la problématique que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons une situation, une combinaison de facteurs qui malheureusement nous impactent. Je veux rappeler que le phénomène que nous vivons, cette perception de la cherté de la vie, est un phénomène mondial. Aujourd'hui, depuis la crise Covid-19, la crise Covid, les hausses qu'on observe sur le marché international sont de l'ordre de 20 à 60% sur les principaux produits, les céréales. Vous prenez le riz, vous prenez la farine, vous prenez le blé, vous prenez les oléagineux. Nous avons des hausses importantes. Nous avons également le fret qui a quasiment augmenté à plus de 20-30% sur le marché international. C'est cette combinaison de facteurs. Bien entendu, nous avons également, malheureusement, le changement climatique qui impacte la saisonnalité de nos produits. C'est tout un ensemble de cette combinaison de facteurs qui crée un déficit de l'offre, en réalité. Et lorsqu'on parle de déficit de l'offre, quand le marché est régulé normalement par la loi de l'offre et de la demande, nous constatons malheureusement, je dirais, cette tension que nous observons sur certains produits de grande consommation. Parce que aussi, j'insiste, il ne s'agit pas quand même de tous les produits qui sont aujourd'hui impactés par cette hausse dont on parle. Ce constat que nous faisons tous, et c'est pour cela que le gouvernement a la tâche. Et ce que nous devons comprendre, c'est que cette situation n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Ah non, absolument. Malheureusement, elle n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est un phénomène mondial. Tous les pays connaissent aujourd'hui cette situation malheureuse. Mais
ce que je note, pour ma part, c'est que en Côte d'Ivoire, nous avons pris quand même des mesures d'atténuation. Nous avons pris des mesures d'atténuation qui donnent des résultats. C'est pour ça que je dis il faut prendre la mesure de ce qui est fait. Je vous donne un exemple pratique. Allez-y. Sur l'huile de palme. Vous savez, l'huile, en Côte d'Ivoire, le prix Borchamp, le prix paysan, fixé par la IPH, est indexé au marché international. Rien que sur la période de décembre à juillet, de décembre 2020 à juillet 2021, nous avons connu sur le prix du régime qui est payé aux planteurs une hausse de quasiment 60%. C'est énorme. 60%. Mais 60% énorme, mais également tant mieux pour nos paysans, parce que ça veut dire que les revenus de nos paysans ont augmenté. Mais dans le même cas, vous avez le cas du blé. Vous avez exactement le même phénomène. Vous avez depuis le mois de décembre au mois donc, de juillet une hausse de plus de 20% sur le cours mondial. Mais quel est l'impact sur la Côte d'Ivoire? Je vous prends le bidon de 25 litres, le bidon de référence dans l'huile. Nous sommes passés au mois de décembre. Le prix du bidon était à 19 600. Je le dis parce que je suis à l'aise de le dire, parce que c'était un prix plafonné. Oui. Je rappelle que le prix plafonné d'avril 2020 à décembre 2020, le prix du bidon 25 litres était à 19 600. Aujourd'hui, sur les marchés, on le retrouve, grosso modo, ce que l'on appelle le prix des références et qui revient le plus, on le retrouve à 22 500. 22 500, ça représente une hausse autour de 5 à 6%. D'accord, je pense qu'on l'a compris, que les prix qui augmentent en ce moment sont certainement dus, n'est-ce pas, à un mouvement qui s'étend sur le plan mondial, mais sur le terrain, dans les marchés, les populations subissent cette réalité. On dit d'ailleurs que le panier de la ménagère est en grande souffrance. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'un commerçant peut se permettre de fixer un prix sans tenir compte de certaines variables, sans être inquiété de quelconque poursuite, même si on est dans un marché libéral? Non, c'est ce que je veux vous dire. La concurrence doit permettre de tirer les prix vers le bas. Et si la concurrence ne le permet pas? Ah oui, non, mais à ce moment, c'est ce que si on détecte des pratiques spéculatives ou on détecte des ententes illicites, les cartels, notre rôle, c'est de les démanteler. Et ça, nous sommes là pour ça, en fait, nous, au ministère du Commerce. Notre rôle, c'est d'identifier toute pratique spéculative qui peut impacter négativement le prix. Notre rôle, c'est d'empêcher que se constituent des cartels qui vont fixer des prix imposés aux consommateurs. Notre rôle, en tant que ministère du Commerce, c'est de nous assurer que les prix qui sont proposés aux consommateurs sont des prix accessibles. Et je vous dis, chaque fois que le gouvernement constate que les prix, il y a un dysfonctionnement sur les prix, le gouvernement a la latitude d'intervenir. Le Comité national de lutte contre la vie chère, comment est-ce qu'il travaille? Oui, mais justement, c'est son rôle essentiel. La veille sur les produits de grande consommation. Mais je voudrais, si vous le permettez... Allez-y, je vous en prie. Oui, les téléspectateurs veulent savoir. Qu'on garde toute notre calme face à cette situation. N'amplifions pas une situation qui est déjà difficile. J'ai noté ces derniers temps sur les réseaux sociaux... Est-ce que ce ne sont pas les prix sur le terrain qui amplifient même cette situation? Il y a quand même un effet d'exagération. N'écrivons pas la peur panique auprès des populations. Je vais vous donner 2 exemples précis. J'ai noté, il n'y a pas très longtemps, une publication sur les réseaux sociaux qui a affiché pas mal de prix, qui c'était impressionnant. Je vous donne juste 3 exemples. Mais des exemples que je veux pratiques, parce que ce sont des prix qui sont connus et su de tous, parce que j'ai rappelé tout à l'heure qu'en 2020, les prix de certains produits étaient plafonnés. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Et lorsqu'on a pris cette mesure de plafonnement, le bilan du plafonnement a été élogieux. Parce que sur près de 16 000 points de vente qui ont été visités par le ministère du Commerce, 96% des points de vente appliquaient les prix effectivement communiqués. Et je vous donne l'exemple précis. Mais rapidement, allez-y, mais rapidement. Très rapidement. Parce qu'on a encore beaucoup de sujets à aborder. J'ai noté sur les réseaux sociaux que le sac de riz de 22,5 kg est passé de 8 000 à 12 000 francs. C'est ce que j'ai noté. Ce qui n'est pas normal, ou ce qui est faux, ou qui est vrai. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier ces chiffres? L'exagération. Parce que nous sommes... Est-ce que vous les avez vérifiés, ces chiffres? Oui, absolument. Absolument, c'est notre... Et que vous révèle le terrain? Des relevés de prix réguliers. Et nous sommes aussi consommateurs. Donc nous achetons.
Et ces chiffres que vous avez révélés sont en porte-à-faux avec ceux qui sont affichés? Je l'ai dit, il y a de l'exagération. Je l'ai dit à dessein. Sur le riz de 22,5 kg, dont on a parlé, qui est passé de 8 000 à 12 000, je vous donne un fait précis. Ce riz, il était plafonné. Ce riz, il était plafonné à 12 000 francs en 2020. À 12 000. Aujourd'hui, sur le marché, vous le retrouvez en 12 425 et 12 600. D'accord. C'est pour dire que le prix de 8 000 n'est pas une réalité sur cette qualité de riz précise. Et j'ai des exemples que je peux, je dirais, énoncer à profusion, qui montrent qu'effectivement, tout en ne niant pas la réalité de l'augmentation de prix de certains produits qui sont liés au coût des facteurs dont j'ai énoncé tout à l'heure, n'en faisons pas une exagération au risque et nous l'avons bien compris. Dans quelques jours, la communauté musulmane va célébrer la Tabaski. Le prix du mouton est aussi en train de grimper. On essaie comme on peut de permettre aux fidèles musulmans de pouvoir s'acheter un mouton. Mais vous, à votre niveau, comment est-ce que vous surveillez l'évolution de ces prix concernant le prix du mouton? Dans 2 jours, c'est la Tabaski, rappelons-le. Ah oui, mais nous avons travaillé effectivement à garantir l'approvisionnement. Et ça, c'est très important. Parce que je rappelle encore, le prix est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Donc, lorsque vous avez une offre abondante, il est évident que les prix seront accessibles. Nous sommes approvisionnés par les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Mali. Vous connaissez les problèmes d'insécurité qui subsistent malheureusement dans cette partie. Dans cette partie. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, grâce aux campagnes de sensibilisation des acteurs, nous avons engagé une mission la semaine dernière sur tout l'axe Abidjan jusqu'aux frontières du Mali au Burkina pour sensibiliser l'ensemble des forces de l'ordre à assurer la fluidité routière, pour sensibiliser les acteurs à garantir un approvisionnement régulier du marché. Je peux vous dire au moment où je vous parle que l'approvisionnement du marché sur le mouton est garanti. Et le mouton est disponible non seulement à Abidjan, mais sur l'ensemble du territoire national. Et les Ivoiriens ont compris votre message. Alors, une dernière question pour terminer. Nous sommes un peu titillés par le temps. Monsieur le directeur général, les populations attendent des actes concrets. Vous conviendrez avec moi que toutes les explications que vous donnez peuvent sembler lointaines. Elles ont besoin d'être rassurées. Est-ce que vous pouvez les rassurer que cette situation que nous vivons en ce moment va changer ? Ah oui, avec les dispositions, avec le dispositif pris mis sur pied par le gouvernement. Absolument, cette situation ne peut évoluer que favorablement. Je vous donne un exemple. Allez-y rapidement. Le ciment, nous étions à un niveau très élevé avec le rationnement, parce que n'oublions pas que le rationnement était un facteur multiplicateur dans cette perception de la hausse des prix. Le rationnement. Le rationnement en électricité. De quelle manière, rapidement? Ah oui, non, parce que les industriels n'ont pas pu produire. On a eu un déficit de l'offre. On n'avait pas de production sur le ciment, on n'avait pas de production sur l'huile, on n'avait pas de production sur les matériaux de construction, notamment le fer à béton, et il y avait donc un déficit de l'offre. Mais aujourd'hui, sur le ciment, c'est palpable. Nous avons connu des pointes pendant le rationnement qui partaient de 5 000 à 6 000 francs. Mais aujourd'hui, le ciment, vous le retrouvez à 4 000 francs, 4 200 sur le marché. Et on devrait s'attendre à ce même résultat pour les denrées alimentaires, c'est cela? Sur l'huile, on aura un recul, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des unités industrielles en ce qui concerne l'huile ont redémarré à 100% de la capacité. Sur le blé, sur la farine, c'est exactement la même chose. Et sur le riz également Le riz, c'est un produit importé. Mais sur le riz, on a une relative stabilité sur le prix du riz. N'oublions pas que nous avons diverses qualités de riz. Mais sur les produits de grande consommation, le riz qui est consommé par la majorité des Ivoiriens, nous avons un suivi qui nous permet d'observer une stabilité. Mais je veux rassurer les Ivoiriens. Nous sommes dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, nous disons que lorsque nous allons constater des dysfonctionnements du marché, nous allons prendre des mesures appropriées. Et nous nous apprêtons, au sein de notre administration, à proposer des mesures de plafonnement de prix de certains produits pour que nous puissions donc nous assurer que les prix qui vont être communiqués par le gouvernement soient appliqués sur l'ensemble. Et on a compris votre message, monsieur le directeur général. C'est la fin de ce journal. Le sujet est vaste. On aura certainement le temps de l'éplucher en d'autres circonstances. C'est la fin de ce journal. Juste avant de conclure, je rappelle que nous recevions dans le cadre du magazine de ce dimanche, monsieur Kwazan Kablon, directeur général du commerce intérieur, avec qui nous avons parlé de la lutte contre la vie chère et du dispositif mis en place par le gouvernement pour y faire face. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.